l'espace. En avril 1969, une opération d'entraînement de la force aérienne finlandaise fut interrompue à la suite d'un événement extraordinaire. Des douzaines de pilotes aperçurent au-dessus du champ d'aviation de Pori, situé dans l'ouest du pays, 7 mystérieux objets ronds. À l'approche d'un appareil de chasse envoyé pour les identifier, les 7 objets s'éloignèrent vers le nord, face à un vent mesuré à 180 km/h. Le pilote Tarmo Tukewa reçut l'ordre d'entamer la poursuite. J'ai orienté mon appareil dans l'axe de la ville de Pori et j'ai entamé mon observation. À quoi ressemblaient ces objets? Ils étaient ronds, sans aspérité. C'étaient des sortes de boules de couleur jaune pâle. Ils étaient à quelle distance? Impossible de la déterminer avec précision. Je ne disposais d'aucun repère. Selon vous, à quelle vitesse se sont-ils éloignés? Je n'avais aucun moyen de la calculer, mais je volais moi-même à 700 km/h et ils m'ont très vite distancé. Est-ce que vous avez trouvé une explication rationnelle à ce que vous avez vu? Je suis incapable de fournir une explication logique. Les ovnis, objets volants non identifiés, ont bouleversé notre conception du monde. L'astronaute américain Mitchell a déclaré après son expérience spatiale « Nous savons tous que les ovnis existent. Le tout est de savoir d'où ils viennent. » Le cosmonaute russe Gretchko a affirmé « Si j'étais libre de décrire ce que j'ai vécu dans l'espace, le monde serait stupéfié. » Notre planète n'est pas avare de monuments, de dessins et de statues aux origines inconnues, dus peut-être à des visiteurs venus d'ailleurs. On a relevé à ce jour plus de 100 000 témoignages d'apparitions d'ovnis aux 4 coins du monde, du Brésil à la Laponie. Le secret officiel qui entoure les ovnis n'a pas empêché des chercheurs de toute nationalité d'investiguer sur la question. Beaucoup des phénomènes observés étaient dus à des causes très naturelles, mais d'autres concernent bien des objets non identifiés et leurs caractéristiques communes interpellent les scientifiques. L'expression soucoupe volante fut inventée par le pilote Kenneth Arnold en 1947. Selon la CIA, c'est l'Allemagne hitlérienne qui aurait ouvert les premières enquêtes sur le sujet. Les premières manifestations importantes d'une éventuelle intervention extraterrestre ont été relevées en Europe au cours de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup estiment aujourd'hui que le Troisième Reich allemand était en relation avec des forces de cette nature. Je suis convaincu qu'en raison d'impératifs militaires, tout ce qui avait trait à ces phénomènes aériens devait être tenu secret.
Les puissances alliées ne voulaient évidemment pas révéler à l'ennemi qu'elles le soupçonnaient de tramer une éventuelle alliance avec des extraterrestres. À l'origine de ces phénomènes, sous l'administration du président Truman et ensuite du président Eisenhower, nous avons été approchés par des E.T. sympathisant à notre cause. Ils nous ont mis en garde contre d'autres extraterrestres qui pourraient se manifester dans l'avenir. Les observations d'OVNI se sont toujours multipliées en période de crise. La guerre avait jeté les bases d'une conquête sidérale. Virgil Armstrong soutient que les ovnis ont procuré dans ce domaine beaucoup d'informations techniques. J'ai été particulièrement impliqué dans cette affaire en 1980, lorsque j'ai donné une conférence à Oakland, en Californie, devant 800 personnes. J'y ai évoqué une conspiration du gouvernement face au phénomène des ovnis. J'avais pris connaissance de documents ultra secrets révélant qu'un ovni avait atterri à White Sands, au Nouveau-Mexique. J'avais suivi l'affaire de près. Je n'ai pas été mêlé personnellement à la capture de cet engin. On ne peut d'ailleurs pas parler de capture. L'OVNI s'était simplement posé au centre de la ville. Après une période d'observation, nous avons réussi à y pénétrer. Nous y avons trouvé 5 corps. Dès la fin des années 40, Américains et Soviétiques ont intensifié leurs recherches, fondées généralement sur des témoignages de pilotes d'avion, confirmés par des observations de radar. On a cependant tenté de garder ces enquêtes secrètes ou d'en minimiser les conclusions. À la fin des années 70, la législation des États-Unis a autorisé la publication des documents officiels vieux de plus de 30 ans. Sous la pression de certains chercheurs, plus de 2000 rapports sur les ovnis ont ainsi été rendus publics. Mais des centaines d'autres sont restés secrets, après qu'une ordonnance judiciaire ait décrété que leur contenu touchait au domaine de la sécurité nationale. Le commandant des Marines, Donald Keough, président du NICAP, l'Institut de recherche sur les ovnis, fut le premier à dénoncer dans les années 50 la politique de secret menée par le gouvernement américain sur les innombrables dossiers établis par ses services. Un professeur d'astronomie, Allen Hynek, fut ensuite désigné afin d'examiner ces phénomènes pour le compte de l'US Air Force. À l'initiative de Gerald Ford, leader du Parti républicain au Congrès, fut par ailleurs créé un comité gouvernemental de recherche dont le premier président fut Edward Condon, docteur en physique. Hynek, également membre de ce comité, se plaignit à son tour des silences officiels en la matière. Il finit par démissionner pour prendre la tête d'un organisme de recherche privé. À ce jour, les superpuissances continuent d'étudier ce problème. Il a été révélé récemment que les présidents Gorbatchev et Reagan avaient tenu en 1985 des discussions très officielles sur la question. Entre autres informations, la publication des plus anciens dossiers a révélé qu'un engin spatial inconnu avait atterri en 1947 à Roswell, au Nouveau-Mexique. Des militaires de l'US Air Force, envoyés sur place, découvrirent dans cet ovni plusieurs corps. Selon des témoins oculaires et des rapports officiels, les autorités bouclèrent le secteur, interdirent à quiconque de faire allusion à l'événement et affirmèrent aux médias que l'engin était un ballon-sonde. Nous avons retiré de ce vaisseau des êtres de petite taille. Il mesurait 1 mètre environ, 1,20 m pour celui qui semblait le plus âgé. Ces humanoïdes n'avaient que 4 doigts et 4 orteils. Leur visage était dépourvu d'oreilles, de nez et de cheveux. Et leur bouche était figée. Des humanoïdes donc, mais très différents. Les rapports d'autopsie décrivent effectivement des mains dotées de 4 doigts palmés aux ongles très longs. Ils évoquent des créatures à la peau grisâtre et au sang liquide, mais d'une composition très différente de celle du sang humain.
documents publiés révèlent qu'une unité spéciale baptisée Majestic 12 fut chargée d'enquêter sous l'autorité directe du président Truman. Ce cas fut examiné avec une particulière attention par le physicien nucléaire canadien Stanton Friedman. Je pense que les corps sont restés en possession des autorités américaines. Je ne sais s'ils ont été confiés à l'armée, l'aviation, la marine ou à la CIA, mais je suis certain que lors de cet incident survenu à Roswell en juillet 1947, ils ont récupéré non seulement une soucoupe volante, mais plusieurs passagers qu'elle transportait. On a relaté plusieurs événements du même ordre, mais dans ce cas-ci, nous avons recueilli le récit de plus de 100 personnes impliquées. Le gouvernement conserve certainement les corps. Le 5 mai 1989, des avions de chasse ont décollé d'un aérodrome du Cap pour intercepter un objet étrange repéré dans l'espace aérien sud-africain. Un des pilotes a ouvert le feu, obligeant l'engin à se poser au-delà de la frontière, au Botswana. À bord, on aurait découvert des humanoïdes ressemblant étrangement à ceux trouvés à Roswell. De petits êtres, ne possédant cette fois à chaque main que 3 doigts aux ongles longs, reliés par une membrane. Leurs yeux étaient grands et obliques, leur peau d'un gris bleuté. Ce nouveau cas fut étudié par Anthony Todd, ancien officier de la police britannique. L'OVNI s'était écrasé dans le désert du Kalahari. Les autorités locales l'ont découvert pratiquement intact, avec à l'intérieur 2 créatures vivantes. L'engin et ses occupants ont été transportés à la base aérienne Wright-Patterson aux États-Unis. L'information nous a été confirmée par les services secrets sud-africains. J'ai moi-même aperçu ces engins en plusieurs circonstances. J'en ai approché un à une centaine de mètres. Il avait la forme d'une soucoupe surmontée d'un dôme doté de hublots, des feux colorés clignotant à sa base. L'ensemble dégageait une lumière rougeoyante. J'ai eu l'occasion de faire un signe à l'un d'eux et il est venu vers moi. J'en ai aperçu à plusieurs reprises, toujours en présence de témoins, et notamment alors que j'étais encore officier de police en 1978. Depuis ces révélations, Anthony Todd n'a cessé de faire l'objet de menaces et de pressions. Assimiler les visions d'OVNI à des illusions d'optique n'a pas de sens. Les enquêtes effectuées démontrent que beaucoup de ces apparitions ont laissé des traces qui témoignent de leur matérialité. En janvier 1980, un OVNI s'est posé dans le jardin d'une ferme, en Provence. Des examens effectués à l'initiative du GEPAN, l'Institut de recherche sur les OVNI, ont révélé un étrange phénomène. À l'endroit de l'atterrissage, la structure biochimique de la végétation s'est trouvée modifiée, comme si elle avait brusquement vieilli. Des chercheurs soutiennent que seule une radiation nucléaire intense peut avoir suscité cette mutation. Le centre d'études du professeur Hynek a recueilli plus de 3000 rapports qui attestent de traces tangibles laissées par des ovnis. De mystérieuses empreintes laissées dans des champs du nord de l'Angleterre ont suscité un débat passionné. Un couple britannique prétend avoir vu ces curieuses découpes apparaître par une nuit de tempête. À en avoir, affirme-t-il, les cheveux qui se dressent sur la tête. À vrai dire, les marques les plus inquiétantes qui auraient été laissées par des ovnis sont des brûlures par radiation. Une Américaine, Vicky Landrum, a souffert de graves lésions après avoir été exposée à une lumière aveuglante émise par un ovni au Texas en décembre 1980. En avril 1964, alors qu'il était en patrouille, un policier américain, Lonnie Zamora, a repéré et rejoint un ovni qui venait de se poser. Zamora a appelé des renforts par radio. Placé à 200 mètres de l'engin, il a observé des créatures vêtues de blanc qui examinaient l'état de leur engin. L'ovni portait une marque étrange, ressemblant à une flèche.
Avant que les collègues de Zamora n'arrivent sur place, les mystérieux visiteurs avaient réintégré leur appareil, qui décolla et disparut. À l'endroit de l'atterrissage, une végétation calcinée et les traces d'un atterrissage. Le professeur Hynek a étudié ce témoignage dans les moindres détails. Il est convaincu de sa véracité. Plusieurs apparitions d'ovnis ont coïncidé avec la découverte de bétail disséqué, des bêtes vidées de leur sang et dont les organes internes avaient été prélevés avec une précision chirurgicale. Dans les années 70, ces mystérieux incidents ont fait l'objet aux États-Unis d'une conférence tenue par un ancien astronaute, Harrison Schmitt. Les résultats des enquêtes de la CIA n'ont jamais été publiés. Le mystère reste entier. La problématique des ovnis étant devenue mondiale, il n'est pas étonnant que les Nations Unies elles-mêmes s'en soient préoccupées. À l'initiative de la Grenade, l'ONU a organisé en 1978 et 1979 des sessions spéciales à l'issue desquelles elle a invité tous ses États membres à investiguer sur les cas qu'ils auraient à connaître et à lui faire rapport. Dans le même temps se créaient dans différents pays des associations prétendument rationalistes niant en bloc l'existence des ovnis. Un vrai sceptique est le bienvenu dans l'étude de ces phénomènes. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas des sceptiques que nous avons affaire. Moi-même, je suis un sceptique. Je vérifie mes sources. Ici, nous nous trouvons confrontés à des apôtres de la bonne foi qui écartent tout ce qui porte atteinte à leur certitude. Ils se limitent à discourir et à accuser. Si le scepticisme est respectable, le dénigrement est sans intérêt. Le plus bruyant de ces détracteurs est Philippe Klass, ancien chroniqueur d'une revue traitant d'aérospatiale. Nous nous sommes affrontés à plusieurs reprises. J'ai souvent dénoncé ses préjugés, mais il persiste. Il est parfois très léger. Je suis heureux qu'il ait dû un jour me payer $1000 pour l'avoir démontré. Il contestait des documents qui, selon lui, ne pouvaient pas avoir été rédigés à la Maison-Blanche à une période donnée. En fait, il avait examiné une part négligeable des volumineux dossiers que détient la bibliothèque Eisenhower. Tirer des conclusions d'après 9 documents sur 250 000, ce n'est pas très raisonnable. Quelle est votre opinion sur le mage James Randi? Ce n'est pas un sceptique, c'est un fumiste. Il ne sait rien des ovnis. Dans son livre Flim Flam, qui se fonde sur des cartes célestes, il se trompe quasiment sur toute la ligne. Carl Sagan est un sceptique d'un genre différent. Nous étions condisciples à l'université de Chicago. Je ne sais pourquoi il s'obstine à lancer des accusations fantaisistes. Dernièrement, il affirmait que toute apparition d'ovnis s'est révélée le fruit d'une mystification ou d'une erreur. Cette déclaration est elle-même une mystification. Des études scientifiques approfondies ont démontré l'existence d'engins qui ne peuvent être contrôlés que par des extraterrestres. Les témoignages d'apparitions d'ovnis n'émanent pas tous de gens naïfs ou incultes. L'ancien président Jimmy Carter affirme en avoir vu un, en compagnie d'une vingtaine d'autres personnes en 1969, alors qu'il n'était encore que gouverneur de Géorgie. En novembre 1986, un avion de ligne japonais suivit 3 ovnis pendant une demi-heure. Son pilote, Kengyu Teroshi, a estimé la taille du plus grand d'entre eux à 5 fois celle d'un Jumbo Jet. Les appareils ont soudain accéléré et disparu en quelques instants. Le commandant Teroshi est formel, il ne pouvait s'agir que d'engins inconnus sur Terre. Les clichés d'ovnis se comptent par milliers. George Adamski fut un précurseur en la matière. Dès les années 50, il a commencé à photographier de mystérieux engins au télescope. Il affirmait avoir rencontré certains de leurs occupants et les avoir accompagnés dans l'espace. On l'a soupçonné de supercherie, d'avoir photographié un cendrier ou un aspirateur.
Il est vrai que ce domaine se prête au trucage. Adamski finit sa vie sous les colibets. Ces autres photos ont été prises par un couple d'Américains, les Trent, en 1950. Beaucoup considèrent ces clichés comme fiables. Une controverse comparable à celle soulevée par Adamski fut suscitée par un Suisse, Edward Mayer, qui affirmait lui aussi avoir été en contact avec des humanoïdes. Avant même que ces déclarations aient été passées au crible, l'opinion publique le classa dans la catégorie des fumistes. Il prétendait que ces visiteurs de l'au-delà se régénéraient au rythme de l'activité des taches solaires. Venu de la constellation des Pléiades, il lui aurait affirmé n'approcher l'homme qu'avec réticence pour ne pas lui inspirer une nouvelle religion. L'affaire Mayer fut instruite par Wendell Stevens, un officier de l'US Air Force spécialisé de longue date dans les phénomènes d'OVNI. Il bâtit un dossier incluant quelques 3000 photos. Vous me demandez pourquoi je suis persuadé que le Suisse Edward Mayer a fait un témoignage de bonne foi et pourquoi on peut considérer que ce que l'on voit sur ces photos, ce sont vraiment des ovnis. C'est parce qu'au cours de notre enquête, nous n'avons pas trouvé un seul, mais 5 photographes qui avaient pris des clichés de cet engin spatial. 5 photographes pour cette seule apparition. En ce qui concerne une de ces photos, 4 de ces témoins ont saisi l'image de l'OVNI simultanément, sous 4 angles différents. Ces films, provenant de 4 caméras différentes, ont été développés dans 4 laboratoires différents, de 4 pays différents. Et pourtant, l'objet reproduit est bien le même. De plus, nous avons sélectionné 4 des meilleurs clichés, un de chaque source, et nous leur avons fait subir des tests approfondis. Cela nous a coûté plus de 60 000 $. C'est le prix d'une technologie de pointe. Mais cela nous a permis aussi d'écarter systématiquement toutes les possibilités de fraude qu'offre aujourd'hui la technique en matière de photographie. Tous les soupçons de trucage ont pu être dénoncés. Et le résultat, c'est la reproduction de quelque chose de vraiment mystérieux. La seule explication, c'est que ces photos sont vraiment celles d'un engin spatial non identifié. À votre avis, pourquoi les témoignages de pilotes sont-ils aussi rares? Les témoins hésitent à se manifester. Un grand nombre de pilotes de ligne ont observé des ovnis. Mais dans notre pays, ceux qui ont eu l'occasion de voir un de ces engins, et à plus forte raison, ceux qui ont eu l'occasion au cours d'un vol d'en prendre une photo, sont généralement mis en quarantaine par la société qui les emploie. Ces compagnies aériennes imposent une procédure interne très stricte. Elles hésitent à rendre leurs informations publiques. Les pilotes militaires subissent la même pression et ne sont pas autorisés à faire état de ce qu'ils ont vu. Ils sont tenus à respecter le secret de leur mission. C'est pourquoi les témoignages de pilotes sont moins nombreux que ceux des observateurs au sol. On débat beaucoup de la forme des ovnis. La plupart des témoins les ont vus ronds, ovales, cylindriques ou en forme de soucoupe. On parle de vaisseaux de plusieurs centaines de mètres de long, servant de base à des engins plus petits. On les décrit lumineux, brillants, multicolores ou métalliques, émettant des bruits étranges. Leur vitesse surpasserait nettement celle des avions ou des fusées conventionnelles.
les superpuissances s'interrogent sur leur performance en vol. Et c'est un secret particulièrement bien gardé. Dans les années 80, on a enregistré de nombreuses apparitions d'ovnis en Norvège, dans la région montagneuse de Hessdalen, au sud de Trondheim. Elles ont mobilisé les chercheurs scientifiques scandinaves et l'armée norvégienne. Les enquêteurs ont recueilli un grand nombre de photographies d'ovnis. Malgré un déploiement sans précédent de matériel sophistiqué, aucune explication logique n'a pu être fournie de ces nouveaux phénomènes. Ces études ont cependant abouti à la conclusion que les engins étaient guidés par une force douée d'intelligence. Parmi les spécialistes finlandais, américains et français détachés sur place, le professeur Heineck et le journaliste Jean-Michel. À mon avis, il s'agissait bien de visiteurs venus de l'espace. Ils ont essayé d'établir un contact avec la population locale. Ils n'ont malheureusement pas trouvé d'interlocuteurs disposés à dialoguer, mais surtout des gens accourus sur les lieux par curiosité. C'est pourquoi les contacts ont été interrompus. Les ovnis se sont déplacés vers le sud, vers les centres montagneux de la Norvège. Au début des années 70, une autre série de localisations d'ovnis avait été enregistrée dans le district de Kuusamo, au nord-est de la Finlande. Ces apparitions d'objets non identifiés, accompagnées de luminescences inexplicables, se manifestèrent dans les montagnes les plus méridionales de cette région. D'étranges boules de lumière y ont été observées récemment. On remarque par ailleurs que la majorité des apparitions d'ovnis est signalée dans des zones montagneuses. Cela pourrait être lié aux champs magnétiques que les ovnis utiliseraient pour alimenter leur système d'avionique. Les phénomènes constatés en Finlande dans les années 70 ont suscité un vaste projet de recherche qui a été financé par des sociétés privées. À l'époque, nous avons utilisé à grande échelle les matériels photographiques les plus perfectionnés. Grâce notamment aux infrarouges, nous avons fait des constatations qui restent jusqu'ici inexpliquées. Des ovnis se manifestent régulièrement en Finlande et ailleurs en Scandinavie. Le 30 août 1986, Maila et Carl Koivunen s'étaient rendus dans leur maison de campagne pour y passer le week-end. En promenade au bord d'un lac des environs, ils vécurent l'aventure de leur vie. Nous étions sur le point de monter sur notre bateau lorsque ma femme a levé les yeux et aperçut une lumière. Elle a pensé que c'était un avion. À mon tour, j'ai regardé le ciel et vu s'approcher une boule lumineuse qui s'est arrêtée à quelques 30 mètres du bateau. Elle avait environ 4 mètres de diamètre. J'ai pensé que c'était un hélicoptère. Ça ne pouvait pas être un hélicoptère. Il s'était approché dans le plus grand silence. J'ai demandé à ma femme de me donner mon appareil photo. Je ne l'ai pas fait. Je voulais m'éloigner très vite. J'avais peur. J'ai lancé le moteur du bateau et nous sommes partis à toute vitesse. Mais la boule de lumière nous a suivis. Elle restait dans notre sillage, toujours à la même distance. Nous approchions du rivage. La boule a envoyé 3 signaux lumineux. Je me suis dit, maintenant, ils vont nous avoir. Ce qui est étonnant, c'est que le témoin de mon appareil photo indiquait que j'étais à court de pellicule alors que je venais de charger un nouveau film. Les ovnis nous ont survolés pendant 40 minutes.
Ceux qui prétendent avoir rencontré les passagers de ces ovnis en donnent des descriptions très différentes. Il y a cependant des constantes. Une tête anormalement développée, de grands yeux, une taille inférieure à celle de l'homme, la capacité de changer soudainement d'apparence et les différentes manières de s'exprimer. Mais dans l'ensemble, les témoins sont discrets sur ce sujet. Ils nous ressemblent, mais avec des différences sensibles. Certains mesurent plus de 3 mètres, d'autres 2, d'autres 1 mètre seulement. C'est très variable. Je pense qu'en fait, ils adoptent la taille que nous souhaitons leur voir prendre. Ils préfèrent nous surprendre que nous effrayer. À mon avis, ils essaient de se présenter sous une forme rassurante. Certains sont particulièrement grands, avec une tête carrée. D'autres ont la même apparence que vous et moi. J'en ai répertorié 18 espèces, mais il en existe peut-être 25. Certains prétendent qu'ils auraient autant de bases secrètes dans le sud-ouest des États-Unis. Ce n'est pas rien. La force aérienne finlandaise a repéré des ovnis et des extraterrestres, mais très peu de témoins acceptent d'en parler. L'un d'entre eux a vécu une expérience tout à fait extraordinaire. J'ai servi 17 ans dans l'aviation militaire. Dans mon secteur, le contrôle aérien, nous avons été amenés à rédiger de nombreux rapports sur les ovnis. Des rapports décrivant leur vitesse, leur trajectoire. Nous avons constaté que leurs mouvements répondaient à une logique. À l'évidence, ils s'efforçaient d'éviter le repérage de nos radars. C'est en 1954 que ce témoin privilégié s'est trouvé confronté pour la première fois avec le phénomène des ovnis. Le premier de ces engins que j'ai eu l'occasion d'approcher avait un diamètre de 5 à 7 mètres. Il était rond et semblait construit en aluminium. Il planait au-dessus des champs. Mon frère et moi, nous avons dû nous jeter dans un fossé pour éviter qu'il nous renverse. Les créatures sont apparues à minuit. L'horloge venait de frapper 12 coups. Toute ma famille dormait. Moi, j'étais bien éveillé. Je leur ai ouvert la porte de notre maison. J'ai pensé qu'il s'agissait d'une bande de jeunes qui s'était égarée. Ils sont entrés. Ils se sont étonnés que je sois là pour les accueillir. Car c'était bien vous, m'ont-ils dit, que nous étions venus interroger. Ils avaient apporté du matériel, notamment une sorte de télévision portable sur laquelle défilait une série d'images pendant qu'ils me questionnaient. Ils ont soulevé différents sujets. Ils illustraient certains d'entre eux avec des photos. Ils m'ont montré des clichés qui figuraient des événements à venir. Et la plupart des choses qu'ils ont évoquées se sont effectivement produites par la suite. Näin lyhyesti sanottuna ne tapahtumat, jotka minulle silloin kerrottiin, ovat tähän mennessä pitäneet hyvin paikkansa. Joskin tämän La dernière de ces photos n'était pas très agréable. On y voyait les conséquences d'un accident dont ils m'ont dit que je serais victime à un moment de ma vie. Näytetty tapaturma, jonka uhriksi tulen jossain vaiheessa elämääni joutumaan.
Ils m'ont aussi affirmé que la galaxie dont ils venaient ressemblait, vue de la Terre, à un simple amas d'étoiles. De nombreux ovnis ont été aperçus récemment dans l'ex-URSS et surtout dans les républiques baltes. L'ouverture à l'Est y a favorisé la recherche et encouragé l'organisation de conférences regroupant des centaines de scientifiques venus du monde entier. On a beaucoup parlé en 1989 de l'atterrissage dans un parc de la ville de Voronezh d'un ovni circulaire de couleur rougeâtre, emportant des créatures d'une taille de 3 mètres. À leur vue, un témoin a été frappé de congestion cérébrale et un autre s'est trouvé momentanément aveugle. Ces apparitions se sont produites en série, en présence notamment de nombreux enfants. À Voronezh, beaucoup d'écoliers étaient effectivement présents pour témoigner de ces apparitions d'ovnis. Ils ont observé leurs atterrissages. Mais il n'y avait pas sur place que des enfants pour décrire l'arrivée des engins spatiaux et les humanoïdes qui en ont débarqué. De nombreux adultes ont confirmé ces informations. Il semble que les manifestations d'ovnis se soient produites en grand nombre dans l'ex-Union soviétique. Et d'après moi, elles ne cessent de se multiplier. Depuis des années, on évoque aux États-Unis l'enlèvement d'humains à bord d'ovnis. La première affaire étudiée remonte à 1973. Elle impliquait 2 hommes partis à la pêche, Charles Hickson et Calvin Parker. Ils ont aperçu au crépuscule un engin de 30 mètres de long dont ont débarqué des humanoïdes mesurant environ 1,50 m, chauves, aux mains en forme de pince. Les 2 hommes étaient terrifiés. Hickson s'est débattu, Parker s'est évanoui. Tous 2 ont été anesthésiés et transportés à bord de l'OVNI. Lorsqu'ils ont rapporté leur aventure aux autorités, ils étaient encore dans un état hystérique. Les policiers ont enregistré à leur insu une discussion entre eux qui témoigne de leur bonne foi. Un événement de même nature s'est produit à Cergy-Pontoise, près de Paris, en 1979. À l'aube, 3 jeunes gens se sont trouvés entourés de boules de lumière. L'un d'entre eux, Franck Fontaine, a soudainement disparu. On n'a retrouvé que 8 jours plus tard. Malgré une enquête approfondie, la police n'a pu fournir aucune explication logique à cette semaine d'éclipse. Placés sous hypnose, des hommes ont révélé avoir été en contact avec un humanoïde nommé Orio. Il les aurait mis en garde contre une destruction du monde. Ces expériences hypnotiques ont été notamment menées par un expert américain, Bud Hopkins, dans le but de pallier les pertes de mémoire qui frappent la plupart de ses témoins. Les cas d'enlèvement que j'ai eu à connaître ne sont pas toujours récents. Beaucoup de gens ont simplement hésité à les révéler plus tôt. Cela dit, je travaille actuellement sur des enlèvements qui se sont produits ces derniers mois. L'un d'entre eux a eu lieu au mois d'août, un autre au mois de juin. C'est un phénomène récurrent et il ne se limite pas aux États-Unis.
Des affaires semblables ont été révélées partout dans le monde. J'ai étudié le cas d'une jeune femme enlevée l'été dernier aux USA, mais ça lui était déjà arrivé précédemment en Argentine, puis en Espagne et en différents endroits des États-Unis. Je vis dans ce pays, et c'est pourquoi j'entends surtout des témoignages d'Américains. C'est de leur cas particulier que j'ai surtout l'occasion de parler dans mes livres. Mais à mon avis, si on pouvait créer en Finlande et ailleurs un vrai climat de confiance, on découvrirait à l'étranger un grand nombre d'affaires semblables. Je pense vraiment qu'il s'agit d'un phénomène mondial. La Finlande détient en effet, et de plus en plus, un record d'apparition d'OVNI. Aino Ivanov a affirmé sous hypnose avoir été entraîné en altitude dans un nuage. Comme beaucoup de ceux qui prétendent avoir eu un contact avec les extraterrestres, Aino Ivanov est médium. Je rentrais chez moi en voiture, venant de l'école où j'enseigne. En traversant un pont, je suis soudain entrée dans un épais brouillard. C'est à ce moment que cette chose étrange m'est arrivée. Ma voiture a commencé à se soulever du sol à une vitesse qui m'a paru vertigineuse. Au début, j'étais plongée dans une obscurité absolue. Ensuite, je suis entrée dans un champ lumineux d'un bleu intense. Ma voiture poursuivait sa route. Je me suis retrouvée dans une zone obscure parcourue de points de lumière qui s'approchaient et s'éloignaient successivement. J'ai alors pris conscience que la voiture atterrissait sur une surface étrange. J'ai regardé autour de moi pour voir où je me trouvais. C'était une sorte de vallée bordée d'une chaîne montagneuse. Le sol était constitué de rochers et d'un gravier rouge parcouru de craquelures. Je me suis dit que ce devait être un endroit totalement aride où personne ne pouvait survivre. C'est alors que j'ai aperçu deux créatures qui descendaient la colline à ma gauche. Elles avaient une tête hypertrophiée, chauve, avec des grands yeux sans pupilles, un petit nez et une petite bouche sans lèvres. Elles avaient la peau pâle. Au cours de cette première journée, elles ont effectué des prélèvements de peau sur mon bras droit. 5 prélèvements d'environ un demi-centimètre carré, dont je porte encore les cicatrices. Il est évidemment très difficile de vérifier l'authenticité de ces témoignages. Un autre cas célèbre est celui vécu par un couple d'Américains en 1961. Le 19 septembre de cette année-là, Betty et Barney Hill voyageaient en voiture sur la côte est des États-Unis lorsqu'ils ont aperçu dans le ciel un objet brillant. Ils ont alors perdu conscience. Lorsqu'ils sont revenus à eux, l'OVNI avait disparu. Ils se sont retrouvés 50 km plus loin sans avoir conscience de s'être déplacés. Placés séparément sous hypnose, les Hill ont raconté comment ils avaient été anesthésiés pour se réveiller dans un engin spatial, en présence de créatures qui avaient effectué sur eux des tests médicaux. Barney Hill subissant en outre un prélèvement de sperme. Un des extraterrestres leur aurait montré une carte situant sa planète par rapport à notre univers. Félix Van Schlemmer aurait eu quant à elle un contact similaire à celui d'Aino Ivanov. J'ai rencontré à 2 reprises, dans des ovnis, des visiteurs venus d'autres planètes. 2 expériences très différentes. Dans un des cas, j'ai vu l'ovni atterrir près de moi. Une porte s'est ouverte. Pendant un instant, j'ai eu très peur. Ensuite, je me suis dit que c'était une expérience qui valait la peine d'être vécue. Et je suis montée à bord.
En entrant, j'ai senti une présence derrière moi. Il y avait là deux êtres d'environ 1,80 m qui ressemblaient tout à fait à des humains. Ils étaient assez beaux. Il m'a semblé que ce devait être des mâles. Ils portaient des vêtements métalliques d'une seule pièce, sans aucune attache. Ils avaient de grands yeux d'un bleu de cristal. Un jour, plusieurs années auparavant, dans mon bureau, un autre visiteur spatial m'était apparu. Il leur ressemblait tout à fait. Ils m'ont alors emmené vers la Lune. Ils m'ont couvert la tête d'une sorte de casque en plastique ou en plexiglas, avec un rebord circulaire percé de petits trous. Lorsqu'ils me l'ont mis, cela a créé autour de moi une atmosphère que j'étais capable de respirer. Je leur avais dit, je veux aller sur la Lune. Maintenant que vous m'avez emmené avec vous, vous ne pouvez pas me refuser ça. Ils m'ont donc placé cet appareil. J'ai commencé à marcher, mais avec l'impression de ne pas toucher le sol. Je ne sais comment cela fonctionnait, mais ils ont ouvert la porte, ils m'ont prise par la main. J'étais heureuse, ils me retenaient et je flottais. Eux n'avaient aucun problème pour marcher sur la Lune, peut-être à cause de leurs bottes qui étaient métalliques, comme leurs vêtements. Je me suis un peu baladée, j'avançais et eux me retenaient au sol et je pataugeais dans la poussière. Finalement, ils m'ont dit qu'ils allaient repartir. Ils m'ont ramené, ils ont enlevé l'appareil, nous nous sommes assis et nous sommes revenus sur Terre. Lorsque je suis descendue de leur vaisseau et que je suis rentrée chez moi, il était 6h20 du matin. J'étais partie pendant environ 2 heures. Je leur ai demandé comment ils étaient capables de franchir aussi vite une distance que les cosmonautes mettent plusieurs jours à parcourir. Ils m'ont répondu que nous n'étions pas assez avancés techniquement pour le comprendre. Il faut rappeler que dans l'étude de ces expériences, la plupart des témoins concernés répondent sous hypnose. Ce fut le cas du docteur finlandais Ronilena Lukanen, elle-même médecin parapsychologue. Hypnoositilassa tehdyt kokeilut tehtiin siten, että aiheutettiin niin sanottu ruumiista poistumisilmiö. L'expérience effectuée sous hypnose a suscité un phénomène extracorporel qui a permis de me transporter dans un ovni. Cela peut évidemment faire sourire, mais pour moi, c'est une réalité. J'ai trouvé très intéressant de subir un examen dans ce vaisseau spatial, comme dans un cabinet médical, et de me trouver confronté à ces êtres venus d'ailleurs. J'étais face à 3 ou 4 petits extraterrestres d'environ 80 cm. Je ne pouvais déterminer s'ils étaient mâles ou femelles. Comment pouvez-vous décrire cette sorte de détachement extracorporel? Par la parapsychologie. Aux États-Unis, 8 millions de gens ont expérimenté ce détachement de leur esprit par rapport à leur enveloppe charnelle. Le phénomène reste en partie inexpliqué, mais en cas de réussite, le patient sent sa conscience se détacher de son corps pour vagabonder à sa guise. Et la mienne a choisi de rejoindre un ovni. Mais quel est le lien entre parapsychologie et ovni? La parapsychologie étudie les phénomènes surnaturels auxquels la plupart des gens assimilent les ovnis. La parapsychologie étudie l'écriture automatique, la séparation du corps et de l'esprit, la télépathie. Et ce sont autant de moyens de contacter les ovnis. L'Amérique du Sud, et particulièrement le Brésil, ont vu également se multiplier les apparitions d'ovnis. L'enlèvement de l'avocat brésilien Vilas Boas a notamment défrayé la chronique. S'il n'avait fait l'objet d'une enquête extrêmement précise, on aurait peine à le prendre au sérieux.
Le 15 octobre 1957, Antonio Villas-Boas était en train de travailler dans sa propriété lorsqu'a atterri à côté de lui un ovni de 10 mètres de long, dont sont sorties 4 créatures casquées. Emmené de force à l'intérieur du vaisseau spatial, l'avocat brésilien y a subi des tests médicaux. Soudain, une créature d'apparence humaine extrêmement belle s'est déshabillée devant lui. Elle l'a invité à lui faire un enfant, un croisement d'humain et d'extraterrestres. Plus tard, ses visiteurs seraient revenus pour lui montrer cette progéniture. Betty Andreasson, une américaine d'origine finlandaise, a rencontré des extraterrestres pour la première fois en 1967. Ils ont pénétré chez elle, ont anesthésié sa famille et l'ont emmenée dans leur ovni vers un lieu mystérieux qui ne lui a laissé que des souvenirs assez vagues. Placée sous hypnose, elle a cependant donné des détails assez précis sur son expérience. Elle aurait notamment visité un centre de croisement entre humains et humanoïdes. Ces images ont été réalisées d'après les témoignages qu'elle a rapportés. Dans certains cas d'enlèvement, les personnes impliquées ont eu le sentiment que ces expériences ne visent pas nécessairement au progrès de notre société humaine. L'écrivain américain Whitley Strieber demeure l'un des plus célèbres parmi ces otages de l'espace. Bud Hopkins s'est longuement penché sur son cas. Nous sommes incapables de déterminer actuellement la raison exacte de ces enlèvements. Il me semble que le but final de ces expériences génétiques, c'est de créer un être hybride, un croisement entre ces extraterrestres et nous. Quelles sont leurs motivations? Je n'en ai aucune idée. Mais ils s'attachent à cela depuis très longtemps. J'ai pratiqué une régression hypnotique avec Charles Hickson, qui a vécu cela en 1939. Il y a eu beaucoup d'autres cas depuis les années 30. Mais je n'y ai décelé de leur part aucune intention belliqueuse. À ma connaissance, jamais personne n'a eu la démonstration d'un acte malveillant commis délibérément par des extraterrestres. Ils ont toujours été pacifiques. Je n'appréhende aucune perspective de guerre ni d'invasion. À l'inverse, lorsqu'on observe le monde autour de nous, les conflits armés, le sida, le délabrement de l'environnement, on ne peut non plus déceler la moindre volonté de ces étrangers de nous venir en aide. Je ne connais aucun exemple concret d'intervention amicale de leur part. Ils semblent totalement neutres. Seul leur propre avenir les préoccupe. Ils n'ont l'intention ni de nous aider, ni de nous nuire. Ces expériences ont cependant d'importantes conséquences psychologiques. Par nature, l'homme est grégaire. Il a une volonté souvent touchante de communiquer. C'est émouvant de voir ces scientifiques qui se donnent la peine de faire de la plongée sous-marine pour tenter de dialoguer avec des marsouins incapables d'exprimer grand-chose. Nous devrions étendre ce souci de communication. Les spécialistes en ovnis comparent souvent les relations que les hommes développent avec les cétacés à celles qu'ils entretiennent avec les humanoïdes. Nous savons que le cerveau des cétacés a une taille comparable au nôtre. Dans les deux cas, nous péchons peut-être par excès de prudence et par défaut de contact. Et par ailleurs, qui est le mieux placé pour donner des leçons à l'autre? Dans l'eau, élément essentiel de notre environnement, les dauphins vivent en parfaite harmonie, contrairement aux hommes qui n'ont cessé au cours de l'histoire de se battre entre eux et qui mettent aujourd'hui en péril la survie de leur propre planète. Les extraterrestres ont bien des raisons de s'intéresser à nous. J'en ai relevé au moins 2 douzaines. La principale, c'est que depuis la Deuxième Guerre mondiale, il est devenu évident pour ces civilisations extérieures que nous développons des velléités d'expansion.
Nos fusées, nos radars puissants nous rendent beaucoup d'étoiles accessibles dans les 100 années à venir, un délai insignifiant à l'échelle cosmique. S'ils sont soucieux de leur survie et de leur sécurité, ils doivent suivre de très près l'évolution des sociétés primitives qui se développent dans leurs parages. Et la nôtre doit leur paraître manifester un dangereux penchant pour les luttes tribales. Je pense qu'ils viennent ici pour s'assurer que nous n'allons pas leur exporter notre agressivité. Mais pourquoi si peu de scientifiques s'intéressent-ils à ce problème? Il y en a plus qu'on ne le pense. J'ai découvert que dans beaucoup de secteurs, on s'intéresse aux ovnis. Et je souhaiterais que cet intérêt se développe. Un nombre croissant de scientifiques devraient prendre connaissance des études sérieuses menées sur le sujet. Ils découvriraient que certains ovnis sont incontestablement des engins spatiaux. Ils se joindraient à moi. Mais le grand obstacle, c'est la peur du ridicule.